Il y a fort longtemps, lorsque j'étais jeune et beau, le monde était finalement assez facile à comprendre. Il y avait deux blocs, d'un côté les États-Unis, les gentils, de l'autre côté la Russie, les méchants. Et pendant toutes ces années, de 1947 à 1991, cette époque qu'on a appelée la guerre froide, c'était finalement une époque d'équilibre où ces deux géants cherchaient à se faire une compétition à la fois idéologique, mais aussi militaire et économique, pour avoir une certaine suprématie l'un sur l'autre. Cette époque maintenant est terminée. Depuis 1991, les fameuses époques de la fin de la guerre froide, celle qu'on a surnommée la fin de l'histoire, ça a été surtout une époque où les États-Unis sont devenus le seul acteur géopolitique majeur. Ils ont permis, en fait, grâce à leur supériorité militaire, d'avoir en fait une sorte d'empire maritime dans lequel ils pouvaient maintenir et garantir la sécurité des transports, des échanges de marchandises, en échange de laisser les États-Unis pouvoir agir à petit peu près à leur guise. La mondialisation a eu un effet extrêmement positif sur beaucoup de pays, surtout les pays les plus pauvres. De nombreuses personnes sont sorties de la très grande pauvreté. De nombreux pays se sont industrialisés, ont commencé à faire des investissements en termes d'infrastructures. Mais pour les pays les plus développés, cette mondialisation, en fait, a eu un pendant négatif qui a été parfois assez considérable. Il y a eu donc la désindustrialisation de la plupart de nos pays, où beaucoup, en fait, d'entreprises ont quitté les pays industriels pour aller dans des pays à bas coût. Et puis, il y a eu également une remise en cause des valeurs du travail, de la stabilité du travail, d'un certain mode de vie qui a donc été radicalement modifié par cette mondialisation. La période actuelle, c'est une période qui est en profonde mutation. C'est une période qui est actuellement extrêmement instable. Il y a certes, il y a donc une réduction de la pauvreté. Certes, il y a eu donc un certain nombre d'évolutions technologiques qui ont été importantes. Mais il y a eu ici également une vague d'illibéralisme, de baisse de confiance en fait des citoyens dans la politique et dans les politiciens, qui a rendu la situation assez instable. Donc on est passé en fait vraiment d'un monde où il y avait deux géants qui se combattaient, mais finalement ces deux géants étaient assez structurés, ces deux géants avaient une vision stratégique qui était assez importante. Donc on savait que par la terreur nucléaire et l'équilibre de la terreur, on avait assez peu de chance finalement, même si l'histoire a montré qu'on est passé pas très loin 2 ou 3 fois, que finalement c'était un monde qui était assez stable et que ces deux géants se combattaient généralement à travers de guerres un petit peu par proxy, et que donc on est passé donc d'un monde qui était assez structuré à un monde qui est beaucoup plus chaotique, qui est beaucoup plus instable. Il y a d'abord une raréfaction des matières premières. Cette raréfaction des matières premières et l'enjeu de pouvoir s'emparer en fait de richesses dans notre pays, c'est un petit peu vieux comme le monde en matière de géopolitique. Mais ce qui est assez différent, c'est que cette période de paix plus ou moins à partir de la fin de la guerre froide a permis à de nombreux pays qui étaient auparavant considérés comme des puissances moyennes, de réaliser les avantages stratégiques qu'ils avaient. On peut citer par exemple la Turquie, on peut citer le Brésil, on peut citer évidemment Taïwan. Donc il y a un certain nombre de pays qui se sont rendus compte que soit ils avaient une position géographique stratégique qui était intéressante, soit ils avaient des minerais, des terres rares ou un certain nombre de choses qui les rendaient de plus en plus importants. Et donc ces pays-là maintenant peuvent développer quand même une industrie locale, ils ont une certaine forme de richesse et de structuration qui leur permettent d'établir, de devenir en fait des acteurs moyens, mais qui ont une vraie puissance géopolitique. On pourrait aussi penser par exemple aux Émirats arabes ou à l'Arabie saoudite, qui peuvent avoir des influences globales à travers le pétrole sur le marché mondial et sur la géopolitique mondiale. Donc à partir donc de ces deux acteurs avant et maintenant un monde qui est un peu plus chaotique mais qui est toujours dominé par les États-Unis, on arrive sans doute à une nouvelle période qui devient assez intéressante où il y a sans doute un nouveau type d'acteur qui est en train d'apparaître. Je pense que tout le monde pensera en premier lieu à la Chine, qui a montré par un effort économique absolument majeur et aussi énormément d'efforts de structuration, qui a atteint une richesse non seulement économique, mais également militaire, technologique et industrielle. Mais finalement, c'est un autre acteur dont je voudrais parler, et cet acteur, c'est les GAFAM.
Si on veut définir la géopolitique, c'est 3 aspects qui sont essentiels. Le premier, c'est le territoire. La géopolitique, c'est dire, ici sont mes frontières, ici sont les frontières des autres. Quel est mon avantage géographique? Où est-ce que je me situe dans l'espace? Quelles sont les frontières que je dois respecter? Quelles sont les frontières que les autres doivent respecter? C'est donc une administration de l'espace. L'autre point qui est important de la géopolitique, c'est le récit. Le récit, c'est quelles sont les valeurs que je vais promouvoir pour maintenir à la fois la cohésion de mon État, mais aussi pour promouvoir ma puissance à l'extérieur. Donc on peut parler aussi par exemple de soft power. Il y a un certain nombre de pays qui sont très doués là-dessus, comme par exemple la Corée du Sud. Et donc cette histoire de récit, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre donc à la fois l'unification donc des citoyens, qui vont se sentir partie d'une histoire, faire partie d'une projection dans le temps, mais également voilà, de pouvoir promouvoir ses valeurs et son influence à l'extérieur. Donc on pourrait aussi parler du cinéma américain, ça peut être la culture française à travers la nourriture et ses vins. Donc chaque pays, en fait, a vraiment son histoire à raconter et un récit à mettre en exergue. Et puis la troisième partie de la géopolitique, c'est la puissance. La puissance, c'est à la fois une puissance économique, mais aussi une puissance militaire. Souvent, d'ailleurs, les deux vont très bien ensemble, particulièrement dans le cas des États-Unis, avec le complexe militaro-industriel. Cette volonté de puissance, c'est ce qu'on appelle vraiment avoir... il y a plusieurs écoles en géopolitique et l'une des écoles en fait qui est sans doute la plus en avant en ce moment, c'est l'école qu'on appelle l'école néo-réaliste, qui dit que en fait le statut de la géopolitique par défaut, c'est un statut d'anarchie où chaque État va essayer de pouvoir exprimer sa puissance au maximum afin de saisir toutes les opportunités qui sont possibles afin d'accroître sa puissance et sa richesse. Donc cette volonté de puissance, que ce soit à travers son économie ou à travers son complexe militaro-industriel, c'est vraiment le troisième élément qui est sans doute le plus visible, mais qui est aussi important finalement que le territoire et le récit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui est apparu et qui réunit les 3 attributs de la géopolitique. Et ce nouvel acteur, ce sont les grandes plateformes numériques qui dirigent la data, mais aussi l'intelligence artificielle. La puissance économique, d'abord, et militaire. On voit qu'il y a des capitalisations boursières qui commencent à dépasser maintenant le $1 trillion pour un certain nombre d'entreprises. Quand on voit les 8 entreprises qui sont les plus riches du monde, c'est 7 entreprises du numérique. Donc des capitalisations boursières qui dépassent allègrement le PIB de certains pays, une implication grandissante dans le complexe militaro-industriel et une implication de plus en plus importante dans la sécurité. On voit ça d'ailleurs lorsque OpenAI a sorti leur dernier modèle ChatGPT 0.1 Preview. On a vu qu'ils avaient mis carrément sur leur site internet qu'ils avaient collaboré avec les services de sécurité américains. Il y a donc de plus en plus d'implications de l'IA et des géants du numérique dans les problématiques de sécurité, avec des énormes contrats de défense. Et donc, cette première, à la fois la puissance de la technologie, la puissance financière et la puissance militaire, c'est devenu, ces grandes plateformes sont devenues vraiment des acteurs majeurs de cet aspect de la géopolitique. Le deuxième aspect, le récit et l'influence, est sans doute le facteur qu'on va le reconnaître le plus facilement pour les grandes plateformes du numérique. On pense évidemment aux réseaux sociaux. C'est quand même des réseaux qui permettent de parler à des millions de personnes. Je crois que Facebook approche des 2 milliards d'utilisateurs. C'est également aussi une influence qui a été prouvée sur les citoyens, souvent une influence sur les élections démocratiques, une influence également sur le type de message que ces plateformes peuvent délivrer. Et c'est également aussi le fait de pouvoir donner à certaines minorités le pouvoir de parler à tout le monde.
Auparavant, il y avait des gens qui racontaient des bêtises au café du commerce. Maintenant, ils peuvent raconter les mêmes genres de choses à des millions de personnes. Et puis, il y a aussi également une influence de ces entreprises sur les standards technologiques, sur la manière dont on va développer des applications, dans la manière dont ces applications sont intégrées, la manière dont surtout les données de vos applications vont être intégrées. Il y avait au tout début de l'Internet une possibilité d'avoir, c'était la vision de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, d'avoir un web dans lequel on pouvait distribuer gratuitement la connaissance, de passer d'une connaissance à l'autre comme ça, avec un espèce de grand partage global de la connaissance. Et finalement, on est arrivé à un Internet où finalement on a des espèces de silos qui sont souvent, soit qui sont payants pour maintenir la qualité de leur contenu, soit qui sont complètement gratuits, mais dans lequel en fait les utilisateurs deviennent eux-mêmes le produit à travers les données qu'ils vont laisser derrière eux et qui vont servir aux publicitaires pour les cibler. Et puis, lorsqu'on va parler de domaine de géopolitique du territoire, ce qui est aussi intéressant avec ces acteurs, c'est que c'est les premiers acteurs qui finalement n'ont pas de territoire. On parle souvent d'entreprises numériques souveraines, de souveraineté de la data, on a parlé du RGPD, il y a tout un tas de choses qui ont été un petit peu pensées pour que justement il y ait un territoire qui soit un petit peu acquis à ces entreprises. Mais en fait, ces entreprises se considèrent finalement comme n'ayant pas de territoire. Leur territoire, c'est la planète entière. Et ça a des incidences qui sont extrêmement concrètes. On va voir que, par exemple, les GAFAM, donc les Google, Apple, Amazon, etc., Microsoft, ne payent quasiment aucun impôt parce qu'ils vont toujours trouver un endroit dans lequel ils vont pouvoir établir des facturations qui sont intéressantes parce que la manière de taxer les entreprises est hyper avantageuse. Donc c'est les entreprises qui sont à la fois partout, mais également nulle part, ce qui est une caractéristique assez intéressante pour le territoire. L'avantage de ces entreprises, c'est qu'elles ont compris avant les autres que maintenant tout est data, que la valeur des applications modernes, de l'économie moderne est avant tout gérée sur la data. Il y a de moins en moins d'échanges physiques. Sur 10 $ qui sont dépensés dans le monde, il y a 1 $ qui va être dépensé sur un produit physique. Il y a 9 $ qui vont être dépensés dans une économie purement virtuelle. Et donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle ne va faire qu'accélérer ce mouvement. Et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre quelle est la manière dont l'intelligence artificielle peut être considérée comme un outil géopolitique. Elle est considérée comme un outil géopolitique parce qu'elle va permettre à la fois de développer les économies, mais aussi de développer les récits, et aussi de développer les territoires. Donc elle est une extension de ces grandes entreprises. Elle est finalement l'outil un petit peu ultime du capitalisme libéral complètement dématérialisé qui peut exister, avec des intérêts parfois qui permettent de créer énormément de richesses, d'innovation, mais qui peut aussi créer des problèmes majeurs, que ce soit des problèmes démocratiques, des problèmes de redistribution de la richesse. Or, pour faire de l'IA, il faut un certain nombre de choses. Il faut des matières premières, et ça, tous les pays n'ont pas les matières premières et les ressources nécessaires pour fabriquer des puces d'IA. Il faut aussi également la maîtrise technologique. Cette maîtrise technologique, elle est finalement abordée par un nombre d'acteurs qui est relativement limité. Et puis, il faut aussi du hardware, il faut des puces. Et ce qui est assez intéressant avec l'IA, c'est que 90% des puces les plus avancées, donc je parle surtout des puces graphiques qui permettent à ces énormes moteurs d'IA de pouvoir faire des calculs et de fonctionner, elles sont fabriquées par une seule entreprise dans le monde, TSMC, qui est basée à Taïwan. C'est un peu une simplification parce que dans la fabrication des puces, il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués, dont d'ailleurs certains acteurs européens. Mais finalement, au stade terminal, lorsqu'on arrive vraiment à la fonderie, à l'usine qui va fabriquer ces puces graphiques qui sont nécessaires à l'IA, elles sont situées dans un petit village à côté de la capitale de Taïwan, finalement dans une zone géographique qui est extrêmement restreinte. Ce qui fait que Taïwan devient un enjeu politique majeur, parce que non seulement c'est une place qui permet de contrôler un peu la mer de Chine, et donc les Chinois sont extrêmement intéressés par contrôler la mer de Chine, parce que la plupart de leurs relations commerciales
passe par les bateaux plus que par la route, mais aussi pour avoir un accès à cette technologie. Et on a bien vu récemment que les États-Unis ont parfaitement compris cet enjeu géostratégique de l'IA en à la fois privant les entreprises chinoises de l'accès aux technologies, mais aussi en privant les technologies chinoises de l'accès même à certains serveurs et aux puissances de calcul qui devraient être normalement mises à disposition d'un point de vue commercial. On a vu ça aussi avec Huawei, qui est un acteur technologique qui est assez important et qui a été purement et simplement privé de l'accès au marché nord-américain et occidental par les Américains. Et on peut le voir aussi d'ailleurs, un autre exemple avec TikTok, où il y a eu énormément de conversations pour que le gouvernement américain, éventuellement, plutôt qu'une entreprise américaine rachète TikTok, ou alors que l'accès au territoire américain soit purement et simplement coupé pour les utilisateurs de TikTok. Si on considère que pour la première fois de l'humanité, des acteurs géopolitiques majeurs ne sont pas que des États-nations, mais maintenant des entreprises privées, cela pose un débat absolument fondamental au niveau de notre démocratie. Qu'est-ce que l'on veut faire en fait de ces entreprises qui sont à la fois partout et nulle part, qui peuvent convaincre les citoyens, qui ont des participations actives dans la défense, dans le militaire, qui ont une richesse qui est plus importante qu'un certain nombre de pays dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait de ce nouvel acteur qui va arriver ? Il y a 3 scénarios un petit peu possibles. Le premier, ça va être une espèce de nouvelle guerre froide, mais avec une dimension numérique de cette guerre froide. C'est-à-dire que l'on va avoir d'un côté des systèmes de data et d'intelligence artificielle qui vont être chinois, un autre qui va être américain et occidental, un autre qui va être dans tel ou tel pays, telle ou telle puissance. Et donc, on va avoir finalement des systèmes numériques qui vont être plus ou moins fermés. On peut donner aussi l'exemple de la Russie, qui a développé son propre Internet avec son propre moteur de recherche. Et donc, il risque d'avoir une accélération, donc une espèce d'archipélisation finalement de la data et de l'intelligence artificielle, et qui sera donc au service donc d'avoir un monde qui est encore plus fractionné, encore plus morcelé. Il y a une autre possibilité, c'est une espèce plutôt de mondialisation numérique, où il va y avoir une ou plusieurs IA, selon qu'on croit dans l'apparition éventuelle d'un dieu numérique ou plutôt dans des modèles open source avec énormément d'acteurs qui peuvent participer à cet écosystème. Mais on pourrait imaginer aussi que l'IA va être un facteur justement d'unification où il va y avoir des solutions qui vont être de plus en plus performantes et que finalement les autres acteurs vont se dire qu'il y a tellement en fait l'IA va créer une telle augmentation de richesse, de connaissances, de possibilités pour l'humanité, qu'elle va pouvoir donc devenir une espèce de plateforme commune pour l'humanité. Le gros problème de ce raisonnement, c'est de penser que tous les problèmes puissent être gérés par la technologie. C'est un petit peu ce qu'on appelle le biais de l'outil, où quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Et puis la troisième solution, c'est une espèce d'ordre technocratique où il va y avoir donc des grandes entreprises privées qui vont continuer à être largement indépendantes des États, qui vont souvent être d'ailleurs plus riches que les États, dans lesquels souvent elles vont, à travers le fait de pouvoir donner des subventions et des dons à des politiciens, vont plus ou moins contrôler les politiques des États. Et donc on va arriver à quelque chose un petit peu cyberpunk, dans lequel on a des entreprises privées qui vont devenir aussi puissantes que des États-nations et avec laquelle il va falloir négocier, avec laquelle les citoyens vont vont demander éventuellement des comptes, mais qui éventuellement aussi pourraient prendre de plus en plus de pouvoir et se dire qu'il vaudrait mieux faire la dernière étape et de contrôler directement ce qui se passe dans nos sociétés. Dans tous les cas, la maîtrise de l'IA apparaît comme la clé de voûte de la puissance au XXIe siècle. On n'a jamais vu une technologie auparavant qui pouvait permettre d'avoir tous les attributs essentiels et traditionnels de la puissance. On va donc avoir un choix individuel, mais également un choix collectif de savoir dans quel sens nous allons utiliser cette technologie. Si l'IA doit être
au service de l'humanité? Si oui, comment? Tous les problèmes ne sont pas des problèmes technologiques, tous les problèmes ne sont pas des choses qui doivent être résolues par l'IA. Est-ce que l'on va laisser le pouvoir de l'IA à des acteurs privés qui vont devenir de plus en plus inarrêtables, qui sont à la fois partout et nulle part? Ou est-ce que l'on va avoir un peu son propre écosystème dans lequel on va se sentir bien, soit individuellement, soit collectivement, et qui va être aussi également maîtrisé par des IA? C'est là un petit peu tout l'intérêt de cette technologie. C'est une technologie qui permet de faire à la fois des choses merveilleuses. On peut penser à la créativité, on peut penser à la santé, on peut penser à l'efficience industrielle, on peut penser à énormément de choses. Mais finalement, je pense que ce qui est intéressant lorsqu'on réfléchit à la place de l'IA dans le monde, c'est le fait qu'elle nous interroge également sur la place que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, nous voulons occuper dans le monde et quel va être notre rapport avec ce monde extérieur afin que l'on puisse vivre de la manière la plus harmonieuse possible.